Tristan et Iseut, chapitre 3. La quête de la belle aux cheveux d'or. À la cour du roi Marc, 4 barons jaloux répandent le bruit que la fidélité de Tristan est intéressée, car le souverain veut lui céder son royaume en héritage. Blessé, Tristan menace son oncle de quitter la cour pour démentir les rumeurs. Marc, pour se jouer de ses barons, déclare qu'il prendra pour femme celle à qui appartient un cheveu d'or qu'ont déposé près de la fenêtre 2 hirondelles qui bâtissaient leur nid. Tristan se souvient de la blondeur de la fille du roi d'Irlande et il se propose d'aller la chercher pour son oncle. Et il équipa une belle nef qu'il garnit de froment, de vin, de miel et de toutes bonnes denrées. Il y fit monter, outre Gorvenal, 100 jeunes chevaliers de haut parage, choisis parmi les plus hardis, et les affubla de côtes de bure et de chapes de camelin grossiers, en sorte qu'ils ressemblaient à des marchands. Mais sous le pont de la nef, il cachait les riches habits de drap d'or, de sandales et d'écarlate, qui conviendraient aux messagers d'un roi puissant. Quand la nef eut pris le large, le Pilate demanda : « Beau seigneur, vers quelle terre naviguer ? Ami, cingle vers l'Irlande, droit au port de Vesfort. » Le Pilate frémit. Tristan ne savait-il pas que, depuis le meurtre du Morholt, le roi d'Irlande pourchassait les nefs cornouaillaises ? Les mariniers saisis, il les pendait à des fourches. Le pilote obéit pourtant et gagna la terre périlleuse. D'abord, Tristan sut persuader aux hommes de Vesfort que ses compagnons étaient des marchands en Angleterre venus pour trafiquer en paix. Mais comme ces marchands d'étranges sortes consumaient leur jour au noble jeu des tables et des échecs et paraissaient mieux s'entendre à manier les dés qu'à mesurer le froment, Tristan redoutait d'être découvert et ne savait comment entreprendre sa quête. Or, un matin, au point du jour, il ouït une voix si épouvantable qu'on eût dit le cri d'un démon. Jamais il n'avait entendu bête glapir en telle guise, si horrible et si merveilleuse. Il appela une femme qui passait sur le port. « Dites-moi, fait-il, dame, d'où vient cette voix que j'ai ouïe ? Ne me le cachez pas. »« Certes, sire, je vous le dirai sans mensonge, elle vient d'une bête fière et la plus hideuse qui soit au monde. Chaque jour, elle descend de sa caverne et s'arrête à l'une des portes de la ville. Nul n'en peut sortir, nul n'y peut entrer. Qu'on ait livré au dragon une jeune fille et, dès qu'il la tient entre ses griffes, il la dévore en moins de temps qu'il n'en faut pour dire une patte nôtre. Dame, dit Tristan, ne vous raillez pas de moi, mais dites-moi s'il serait possible à un homme né de mer de l'oxyre en bataille. Certes, beau sire, je ne sais, ce qui est assuré, c'est que 20 chevaliers éprouvés ont déjà tenté l'aventure, car le roi d'Irlande a proclamé par voie de héros qu'il donnerait sa fille Ise la Blonde à qui tuerait le monstre. Mais le monstre les a tous dévorés. Tristan quitte la femme et retourne vers sa nef. Il s'arme en secret et lui fait beau voir sortir de la nef de ces marchands si riches destriers de guerre et si fiers chevaliers. Mais le port était désert car l'aube venait à peine de poindre et nul ne vit le pro chevaucher jusqu'à la porte que la femme lui avait montrée. Soudain, sur la route, 5 hommes dévalèrent qui éperonnaient leurs chevaux, les freins abandonnés, et fuyaient vers la ville. Tristan saisit au passage l'un d'entre eux par ses rouges cheveux tressés, si fortement qu'il le renversa sur la croupe de son cheval, et le maintint arrêté. « Dieu vous sauve, beau sire, dit Tristan. Par quelle route vient le dragon ?» Et quand le fuyard lui eut montré la route, Tristan le relâcha. Le monstre approchait. Il avait la tête d'une guivre, les yeux rouges et tels que des charbons embrasés, 2 cornes au front, les oreilles longues et velues, des griffes de lion, une queue de serpent, le corps écailleux d'un griffon. Tristan lança contre lui son destrier d'une telle force que tout hérissait de peur. Il bondit pourtant contre le monstre. La lance de Tristan heurta les écailles et vola en éclats. Aussitôt, le preux tire son épée, la lève et la scène sur la tête du dragon, mais sans même entamer le cuir. Le monstre a senti l'atteinte pourtant. Il lance ses griffes contre les culs et les y enfonce et en fait voler les attaches. La poitrine découverte, Tristan le requiert encore de l'épée et le frappe sur les flancs d'un coup si violent que l'air en retentit. Vainement, il ne peut le blesser. Alors le dragon vomit par les naseaux un double jet de flammes venimeuses. Le haubert de Tristan noircit comme un charbon éteint.
Son cheval s'abat et meurt. Mais aussitôt relevé, Tristan enfonce sa bonne épée dans la gueule du monstre. Elle y pénètre toute et lui fend le cœur en deux parts. Le dragon pousse une dernière fois un cri horrible et meurt. Tristan lui coupa la langue et la mit dans sa chausse, puis tout étourdi par la fumée âcre, il marcha pour y boire vers une eau stagnante qu'il voyait briller à quelque distance. Mais le venin distillé par la langue du dragon s'échauffa contre son corps, et, dans les herbes hautes qui bordaient le marécage, le héros tomba inanimé. Or, sachez que le fuyard aux cheveux rouges tressés était Agaguerrand le Roux, le sénéchal du roi d'Irlande, et qu'il convoitait Isola Blonde. Il était couard, mais telle est la puissance de l'amour que chaque matin il s'embusquait, armé pour assaillir le monstre. Pourtant, du plus loin qu'il entendait son cri, le preux fuyait. Ce jour-là, suivi de ses 4 compagnons, il osa rebrousser chemin. Il trouva le dragon abattu, le cheval mort, l'écu brisé, et pensa que le vainqueur achevait de mourir en quelques lieues. Alors, il trancha la tête du monstre, la porta au roi et réclama le beau salaire promis. Le roi ne crut guère en sa prouesse, mais voulut lui faire droit. Il fit se mondre ses vassaux de venir à sa cour, à 3 jours de là. Devant le barnage assemblé, le sénéchal Agaguerrand fournirait la preuve de sa victoire. Quand Isola Blonde apprit qu'elle serait livrée à ce couard, elle fit d'abord une longue risée, puis se lamenta. Mais le lendemain, soupçonnant l'imposture, elle prit avec elle son valet, le blond, le finel Périnnis, et Brangien sa bonne servante et sa compagne, et tous 3 chevauchèrent en secret vers le repère du monstre, tant qu'Iseult remarqua sur la route des empreintes de forme singulière. Sans doute le cheval qui avait passé par là n'avait pas été ferré dans ce pays. Puis elle trouva le monstre sans tête et le cheval mort. Il n'était pas harnaché selon la coutume d'Irlande. Certes, un étranger avait tué le dragon, mais vivait-il encore? Iseult, Périnnis et Brangien le cherchèrent longtemps. Enfin, parmi les herbes du marécage, Brangien vit briller le haume du preux. Il respirait encore. Périnnis le prit sur son cheval et le porta secrètement dans les chambres des femmes. Là, Iseult conta l'aventure à sa mère et lui confia l'étranger. Comme la reine lui ôtait son armure, la langue envenimée du dragon tomba de sa chausse. Alors la reine d'Irlande réveilla le blessé par la vertu d'une herbe et lui dit « Étranger, je sais que tu es vraiment le tueur du monstre, mais notre sénéchal, un félon, un couard, lui a tranché la tête et réclame ma fille, Isola Blonde, pour sa récompense. Sauras-tu à 2 jours d'ici lui prouver son tort par bataille ?» Reine, dit Tristan, le terme est proche, mais sans doute vous pourrez me guérir en 2 journées. J'ai conquis Iseult sur le dragon. Peut-être je la conquerrai sur le sénéchal. Alors la reine l'hébergea richement et brassa pour lui des remèdes efficaces. Au jour suivant, Isola Blonde lui prépara un bain et doucement oignit son corps d'un baume que sa mère avait composé. Elle arrêta son regard sur le visage du blessé, vit qu'il était beau et se prit à penser « Certes, si sa prouesse vaut sa beauté, mon champion fournira une rude bataille. » Mais Tristan, ranimé par la chaleur de l'eau et la force des aromates, la regardait, et, songeant qu'il avait conquis la reine aux cheveux d'or, se mit à sourire. Iseult le remarquait et se dit « Pourquoi cet étranger a-t-il souri? Ai-je rien fait qui ne convienne pas? Ai-je négligé l'un des services qu'une jeune fille doit rendre à son hôte? Oui, peut-être a-t-il ri parce que j'ai oublié de parer ses armes ternies par le venin. » Elle vint donc là où l'armure de Tristan était déposée. « Ce aume est de bon acier, pensa-t-elle, et ne lui faudra pas au besoin. Et ce haubert est fort léger, bien digne d'être porté par un preux. » Elle prit l'épée par la poignée. Certes, c'est là une belle épée, et qui convient à un hardi baron. Elle tire du fourreau pour l'essuyer la lame sanglante, mais elle voit qu'elle est largement ébréchée. Elle remarque là la forme de l'entaille. Ne serait-ce point la lame qui s'est brisée dans la tête du Monrolt? Elle hésite, regarde encore, veut s'assurer de son doute. Elle court à la chambre où elle gardait le fragment d'acier retiré naguère du crâne du Monrolt de son oncle. Elle joint le fragment à la brèche. À peine voyait-on la trace de la brisure. Alors elle se précipite vers Tristan et, faisant tournoyer sur la tête du blessé la grande épée, elle cria « Tu es Tristan de Launois, le meurtrier du Monrolt, mon cher oncle. Meurs donc à ton tour. »
Tristan fit effort pour arrêter son bras, vainement. Son corps était perclus, mais son esprit restait agile. Il parla donc avec adresse. « Soit, je mourrai. Mais pour t'épargner les longs repentirs, écoute, fille de roi. Sache que tu n'as pas seulement le pouvoir, mais le droit de me tuer. Oui, tu as le droit sur ma vie, puisque 2 fois tu me l'as conservé et rendu. Une première fois, naguère, j'étais le jongleur blessé que tu as sauvé quand tu as chassé de mon corps le venin dont les pieux du Morol te l'avaient empoisonné. Ne rougis pas, jeune fille, d'avoir guéri ces blessures. Ne les avais-je pas reçues en loyal combat? Ai-je tué le Morol en trahison? Ne m'avait-il pas défié? Ne devais-je pas défendre mon corps? Pour la seconde fois, en m'allant chercher au marécage, tu m'as sauvée. Ah, c'est pour toi, jeune fille, que j'ai combattu le dragon. Mais laissons ces choses. Je voulais te prouver seulement que, m'ayant par 2 fois délivré du péril de la mort, tu as droit sur ma vie. Tue-moi donc, si tu penses y gagner louange et gloire. Sans doute, quand tu seras couché entre les bras du pro-sénéchal, il te sera doux de songer à ton hôte blessé qui avait risqué sa vie pour te conquérir et t'avait conquise, et que tu auras tué sans défense, dans ce bain. Iseult s'écria. J'entends merveilleuses paroles. Pourquoi le meurtrier du Morol t'a-t-il voulu me conquérir? Hein, sans doute comme le Morol t'avait jadis tenté de ravir sur sa nef les jeunes filles de Cornouailles. À ton tour, par belle représailles, tu as fait cette vengeance d'emporter comme ta serve celle que le Morol te gérissait entre toutes les jeunes filles. Non, fille de roi, dit Tristan, mais un jour 2 hirondelles ont volé jusqu'à Tintagel pour y porter l'un de tes cheveux d'or. J'ai cru qu'elles venaient m'annoncer paix et amour. C'est pourquoi je suis venu te quérir par-delà la mer. C'est pourquoi j'ai affronté le monstre et son venin. Vois ce cheveu cousu parmi les fils d'or de mon bliot. La couleur des fils d'or a passé. L'or du cheveu, lui, ne s'est pas terni. Iseult regarda la grande épée et prit en main le bliot de Tristan. Elle y vit le cheveu d'or et se tut longuement. Puis elle baisa son hôte sur les lèvres en signe de paix et le revêtit de riches habits. Tristan envoie un messager à ses compagnons afin de leur demander de se rendre à la cour du roi d'Irlande. Ceux-ci créent la surprise en entrant car ils sont très richement vêtus. Quand le roi d'Irlande fut assis sous le dais, le sénéchal à Guinguerrand-le-Roux offrit de prouver par témoin et de soutenir par bataille qui avait tué le monstre et qu'Iseult devait lui être livré. Alors Iseult s'inclina devant son père et dit « Roi, un homme est là qui prétend convaincre votre sénéchal de mensonge et de félonie. À cet homme prêt à prouver qu'il a délivré votre terre du fléau et que votre fille ne doit pas être abandonnée à un couard, promettez-vous de pardonner ses torts anciens, si grands soient-ils, et de lui accorder votre merci et votre paix. » Le roi y pensa et ne se hâtait pas de répondre, mais ses barons crièrent en foule. « Octroyez-le, sire, octroyez-le !» Le roi dit. « Et je l'octroie. » Mais Iseult s'agenouilla à ses pieds. « Père, donnez-moi d'abord le baiser de merci et de paix en signe que vous le donnerez pareillement à cet homme. » Quand elle eut reçu le baiser, elle alla chercher Tristan et le conduisit par la main dans l'assemblée. À sa vue, les 100 chevaliers se levèrent à la fois, le saluèrent, les bras en croix sur la poitrine, se rangèrent à ses côtés, et les Irlandais virent qu'il était leur seigneur. Mais plusieurs le reconnurent alors, et un grand cri retentit. « Oh, c'est Tristan de Lounois, c'est le meurtrier du Morholt !» Les épées nues brillèrent et des voix furieuses répétaient « Qu'il meure! Qu'il meure !» Mais Iseult s'écria « Roi, baise cet homme sur la bouche ainsi que tu l'as promis. » Le roi le baisa sur la bouche et la clameur s'apaisa. Alors Tristan montra la langue du dragon et offrit la bataille au sénéchal qui n'osa l'accepter et reconnut son forfait. Puis Tristan parla ainsi. « Seigneur, j'ai tué le Morholt, mais j'ai franchi la mer pour vous offrir belle amandise. Afin de racheter le méfait, j'ai mis mon corps en péril de mort et je vous ai délivré du monstre. Et voici que j'ai conquis Iseult la blonde, la belle. L'ayant conquise, je l'emporterai donc sur ma nef. Mais afin que par les terres d'Irlande et de Cornouailles se répande non plus la haine mais l'amour, sachez que le roi Marc, mon cher seigneur, l'épousera. Voyez ici 100 chevaliers de haut parage prêts à jurer sur les reliques des saints que le roi Marc vous mande paix et amour, que son désir est d'honorer Iseult comme sa chère femme épousée, et que tous les hommes de Cornouailles la serviront comme leur dame et leur reine. » On apporta les corps saints à grand joie,
et les 100 chevaliers jurèrent qu'ils avaient dit vérité. Le roi prit Iseux par la main et demanda à Tristan s'il la conduirait loyalement à son seigneur. Devant ces 100 chevaliers et devant les barons d'Irlande, Tristan le jura. Iseux la blonde frémissait de honte et d'angoisse. Ainsi, Tristan l'avait conquise, mais la dédaignait. Le beau conte du cheveu d'or n'était que mensonge, et c'est à un autre qu'il la livrait. Mais le roi posa la main droite d'Iseux dans la main droite de Tristan, et Tristan la retint en signe qu'il se saisissait d'elle, au nom du roi de Cornouailles. Ainsi, pour l'amour du roi Marc, par la ruse et par la force, Tristan accomplit la quête de la reine aux cheveux d'or.